Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Émilie Belval-Lavillonnière. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Clara Young, designer d'espace et de services et illustratrice. Clara exerce notamment au sein de l'atelier d'urbanisme Approche, atelier qui souhaite faire des projets urbains en temps collectif et partagé, en plaçant l'usager au cœur de la démarche. Depuis plusieurs années maintenant, Approche propose une vision sensible de la ville et de ses espaces, en interrogeant les usages et les ressentis de celles et ceux qui la vivent. L'atelier pose notamment la question du genre dans la fabrique de la ville et plus globalement du genre dans la ville. C'est ce sujet que nous allons aujourd'hui aborder avec Clara Young. Bonjour à tous, bonjour Clara. Bonjour. Alors Clara, vous êtes designer, la première que nous recevons au micro de ce podcast. À première vue, contrairement à celle des architectes, des urbanistes ou encore des sociologues, la place du designer dans la fabrique de la ville n'est pas forcément évidente. Comment vous définissez votre activité ? Eh bien, chez Approche, nous sommes plusieurs personnes à avoir des métiers différents. Il y a des urbanistes, des architectes, et nous sommes plusieurs designers et nous avons plusieurs disciplines de design. Il y a Jeanne Lee qui est designer d'espace et de services. Nous avons Marguerite Salpin qui est designer global. Moi, j'estime que je suis un peu une sorte de designer d'espace et de services, mais qui est plus spécialisée dans le design social. Au sein d'Approche, j'ai un peu un rôle de médiatrice, de traductrice. Donc, je cherche à comprendre en fait les problèmes dans un projet. Je vais sur le terrain, je suis clairement designer de terrain puisque je réalise les diagnostics, les ateliers de terrain et j'essaye en fait de traduire les données à la fois sociales, mais aussi des besoins, des envies, des ressentis, des atmosphères en données un peu architecturales et spatiales. Donc, et après, par la suite, je les explique avec plusieurs biais. Donc ça peut être du dessin, des schémas, ça peut être du photomontage, des images posters, des jeux. Donc voilà, je suis un peu une sorte de traductrice, je dirais. Et cette approche du coup très graphique, très visuelle, très concrète de la fabrique de la ville et de son diagnostic amont, est-ce que c'est assez récent dans son intégration aux disciplines de la fabrique de la ville ou est-ce que c'est juste que c'est peut-être moins mis en lumière que les disciplines plus traditionnelles ? Je dirais que le design a toujours été présent dans la fabrique de la ville sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que les architectes ont souvent été designers aussi. Je parle de, par exemple, Le Corbusier ou Charlotte Perriand, qui étaient architectes et designers également. Mais en fait, dans la fabrique de la ville, le design est présent partout. En fait, le design est présent partout dans notre quotidien. Je veux dire, la fourchette que vous utilisez le midi, c'est un designer qui l'a faite. Le lampadaire, votre lampe de chevet, c'est un designer qui est à l'origine de tout ça. Donc en fait, dans la fabrique de la ville, j'estime que le design, en fait, c'est un peu une sorte de concepteur, forcément, puisque c'est la traduction un peu littérale. Mais en fait, dans la fabrique de la ville, par exemple, les bancs publics, les lampadaires, la signalétique, tout a été pensé par un designer. Aujourd'hui, le designer a une autre position, on va dire. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais du design social. Moi, pour ma part, j'ai l'impression que j'utilise en fait le design social que j'ai appris au sein du Master 10, donc Design, Innovation et Société à Nîmes, où en fait le design social, c'est un peu une façon de récupérer la méthodologie d'un projet de design pour l'appliquer à la société et en mettant au centre et au cœur du projet l'usager. Par exemple, là je donne vraiment un contre-exemple, mais vous savez, les bancs publics sur lesquels nous avons mis des super accoudoirs en plein milieu des bancs, c'est clairement pour résoudre un problème de société qui est l'occupation des bancs par les SDF. Ou par exemple aussi les lumières bleues qui ont été installées en dessous de chaque pont pour que les personnes ne squattent pas ou ne se piquent pas. Voilà, c'est un problème de société puisque la lumière bleue fait en sorte qu'on ne voit pas les veines de son bras. Donc c'est un designer qui s'est dit on va résoudre ce problème de société en mettant ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais le design peut avoir un rôle dans la fabrique de la ville pour résoudre certains problèmes. Des fois, on peut prendre ce problème-là d'une manière ou d'une autre.
pour le coup, le design social, à chaque fois, je donne vraiment le même exemple, mais je trouve qu'il est très parlant. Une fois, une amie m'a expliqué ce que c'était la différence entre un designer industriel et un designer social. Si on demande aux deux de faire une machine à laver, le designer industriel va repenser les boutons, la façon dont la rotation va se faire, l'esthétique un petit peu de la machine à laver. Le designer social va d'abord se poser la question comment on lave son linge aujourd'hui en 2022. Donc en fait, le designer qui travaille dans un atelier d'architecture ou dans un atelier d'urbanisme, il va se poser les mêmes questions. Il va d'abord se dire, bon, ok, on doit faire de la concertation, on doit refaire une programmation pour un logement. Et comment les gens vivent aujourd'hui en 2022 ? Quelles sont les typologies de famille ? Comment les gens se déplacent ? Qui sont les personnes qui vont finalement utiliser ces espaces ? Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que les architectes sont souvent confrontés à des normes un petit peu compliquées parce qu'il y a des choses qui datent d'il y a très longtemps et donc c'est difficile de les contrer. Souvent, Sophie Delay, architecte, explique dans ses conférences que, par exemple, aujourd'hui, on appelle ça des cages d'escalier. C'est quand même assez dingue de se dire que c'est des cages d'escalier. Donc, dans quelle mesure l'être humain est à l'aise dans une cage d'escalier ? Donc ça, c'est des petits exemples comme ça, mais c'est pareil. Pascale Lapalude, qui est la fondatrice de Genréville, expliquait aussi pendant une conférence à la Cité de l'Archi sur le genre et le care dans la ville. Très intéressante cette conférence. Expliquait qu'il y avait plus de 1000 typologies de famille. Donc 1000 typologies de famille. Donc pourquoi encore aujourd'hui, quand on crée un espace de vie, on fait en sorte que ça corresponde à un papa, une maman et 2 enfants ? Alors qu'aujourd'hui, il y a encore des gens de 40 ans à Paris, par exemple, qui vivent en colocation. Donc c'est plein de choses comme ça où en fait la société bouge, le quotidien bouge. Donc pourquoi les normes en architecture et dans la fabrique de la ville ne bougeraient pas aussi ? Donc voilà, c'est des choses comme ça où j'ai l'impression que le design social prend en fait la méthodologie du design pour l'appliquer à la société et faire en sorte de prendre en compte des aspects, on va dire, sociétal, mais aussi environnemental et aussi industriel. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que c'est un peu utopique de penser comme ça, mais comment on le met en place à court et long terme ? Peut-être que c'est des tests à faire avant de vraiment le mettre en place de manière définitive. Merci, c'est très clair. On voit qu'effectivement, beaucoup de questions se posent derrière les notions que vous avez évoquées, mais on ressent la question de la place de l'usager, la question de la façon de vivre de chacun, cette notion aussi d'individualisation peut-être des réponses à apporter, ou en tout cas d'adaptation à la vie, à la société, au temps. Vous avez évoqué la question du court et du long terme, et je pense que c'est aussi quelque chose d'important. On en parlait en introduction avec Approche, et puis vous en parliez dans votre présentation. Vous êtes constamment ou beaucoup sur le terrain. Vous avez notamment réalisé des diagnostics genrés à Clichy-sous-Bois ou encore à Mantes-la-Jolie. Aujourd'hui, on est dans une société où cette question de genre fait partie des sujets de plus en plus prégnants dans les débats publics. On est aussi 5 ans après le début du mouvement MeToo, qui a mis la question des rapports hommes-femmes sur le devant de la scène médiatique. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de genre dans la ville ? Et est-ce qu'elle a une actualité spécifique récente, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des questions qu'on se pose depuis très longtemps et qui sont juste, entre guillemets, mises en lumière aujourd'hui ? Alors le mouvement MeToo, pour ma part, j'ai l'impression qu'il a fait révéler des choses. C'est-à-dire que les problèmes ont toujours été là, mais aujourd'hui, c'est une façon de dire que ça ne passe plus. C'est plus possible. En termes de genre dans l'urbanisme, ce qui est intéressant avec Approche, c'est que quand on a commencé à faire des diagnostics, moi je suis arrivée en 2019, et d'ailleurs je suis arrivée chez Approche pour faire un diagnostic. Bien avant, elles en avaient fait un premier à Aubervilliers qui s'appelait la place de la femme dans l'espace public à Aubervilliers. Celui de Clichy-sous-Bois, c'est également appelé la place de la femme dans l'espace public à Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, la notion de genre va beaucoup plus loin, et on ne peut plus appeler ça la place de la femme dans l'espace public, mais bien un diagnostic genré, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure,
Moi, je ne suis pas spécialiste du genre, j'ai pas fait une thèse sur ce sujet. Par contre, j'ai été sur le terrain et j'ai pu remarquer qu'il y avait des différences en termes d'occupation d'espace public, en termes de pratique de l'espace public. Mais il faut savoir que au tout début, quand j'ai eu cette première approche avec cette notion de genre, c'est lorsque je travaillais à l'époque avec le collectif Parenthèse, qui est un collectif de constructeurs. Approche avait fait appel au collectif Parenthèse pour construire une terrasse derrière un lieu qui s'appelle l'Aquarium, qui est un lieu dédié aux femmes d'Aubervilliers, un lieu d'accueil où elles peuvent discuter, faire des activités, parler, etc. Donc c'est un lieu qui approche à complètement ouvert aux femmes du quartier. Et l'idée, c'était de construire une terrasse derrière cet aquarium pour qu'elles puissent avoir un espace extérieur. Donc c'était aussi une préconisation qui a été la suite du diagnostic qui a été réalisé à Aubervilliers. Moi, à l'époque, je travaillais avec le collectif Parenthèse, et quand on m'a dit on va faire une terrasse pour les femmes d'Aubervilliers, très franchement, je me disais mais pourquoi elles ont vraiment besoin de ça, pourquoi elles vont pas dans des cafés, pourquoi elles vont pas ailleurs, pour moi, il n'y avait pas de problème. Vraiment. Et pourtant, j'ai toujours été sensible au féminisme, j'ai toujours été là à revendiquer cette cause, mais pour moi, il n'y avait pas forcément de problème. Par la suite, j'ai lu le diagnostic, j'ai aussi fait des ateliers avec les femmes en étant dans le collectif Parenthèse pour co-concevoir cette terrasse. Et là, j'ai compris qu'en fait, les femmes avaient une autre façon d'occuper l'espace public et une autre manière de l'appréhender. Donc, c'est-à-dire que pour construire cette terrasse, les ateliers ont donné plusieurs données. C'est-à-dire qu'il fallait faire des petits mobiliers, pas trop proches, pour qu'elles puissent être à 2, 3, sans devoir être collées à quelqu'un, parce qu'elles n'ont pas envie d'adresser la personne à un inconnu ou une inconnue. Il fallait avoir un sentiment d'être à l'abri, mais tout en n'étant pas forcément caché des autres. Et c'est là où la notion de voir et être vu est très intéressante, parce qu'il faut être identifié par les autres, mais aussi voir tout ce qui se passe autour pour être à l'aise. Il faut pouvoir occuper ses enfants, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des fois où le rôle de mère est très présent. Et donc, en fait, il y a certaines tâches qui sont encore aujourd'hui relativement faites par des femmes, et notamment s'occuper des enfants dans certaines familles. Et donc là, pour le coup, ce qu'elle nous revendiquait, c'était, en fait, pour que je puisse marquer une pause dans l'espace public, il faut que je puisse occuper mes enfants. Parce que sinon, moi, en fait, je vais avec mon amie à la maison, je les mets devant la télé et puis je discute avec elle dans la cuisine. Donc il y avait un peu cet aspect-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai traduit un petit peu ces données sociales pour les mettre de manière spatiale. Et donc, avec le collectif Parenthèse, on a construit la terrasse derrière l'aquarium. Maintenant, la notion de genre, pour ma part, elle est assez récente dans l'urbanisme. Et c'est pour ça que Jean Réville, par exemple, a déjà fait plein de diagnostics, plein d'études sur le sujet. Elles ont participé à plein de conférences. J'ai l'impression que ça commence à être de plus en plus répandu parce que, oui, peut-être que le mouvement MeToo a fait changer les mentalités, mais c'est aussi que on se rend compte que quand on prend en compte le genre dans l'espace public, dans la conception et la fabrique de la ville, c'est en fait une manière de s'intéresser à un plus large public. Parce que, encore une fois, c'est pas l'homme et la femme, mais c'est aussi toutes les personnes un peu oubliées dans la conception de la ville. En fait, pour vous dire, en étant sur le terrain, j'ai remarqué que relativement, beaucoup de femmes avaient des caddies, des poussettes, étaient chargées, alors que des fois, les hommes l'étaient un petit peu moins. Donc, cette donnée-là, ça veut dire que quand il y a
on va dire, 35 marches devant soi, on ne peut pas y aller. Donc on est obligé de faire tout le tour. Donc ça veut dire qu'on doit favoriser la mobilité douce. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de femmes qui utilisaient les transports en commun. Donc qu'est-ce qu'on fait des arrêts de bus? Qu'est-ce qu'on fait de l'accès à ces transports-là? Donc en fait, je ne sais plus qui disait ça, une chercheuse, il me semble que c'était une philosophe de l'urbain, pendant une des conférences à la Cité de l'Archi, qui disait si on veut faire la ville pour tous les genres, il faut penser à la mobilité douce, il faut penser à la marche, il faut penser à mettre beaucoup plus de rampes, beaucoup plus d'accès, favoriser vraiment le côté confortable de la ville. Du coup, on voit que par ces solutions concrètes, l'objectif, c'est aussi de lutter contre des frontières physiques et psychologiques assez ancrées. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire aujourd'hui que l'aménagement urbain, l'aménagement physique, l'aménagement architectural peut faire bouger la sociologie? Alors bouger peut-être de façon marginale, mais voilà, la sociologie, les usages, est-ce qu'on peut espérer ça? Moi, je pense que l'architecture ne va pas faire bouger les mentalités, mais par contre, va accompagner à un changement. Par exemple, quand on était à Clichy-sous-Bois, on a eu un véritable choc, c'est-à-dire qu'on a fait le diagnostic en plein mois d'octobre. Tout le monde était dehors. À 18h, il y avait encore du soleil, donc tout le monde occupait à peu près l'espace public, enfin du moins. Et la semaine d'après, le changement d'heure est arrivé et à 18h, plus aucune femme dehors, plus personne. Donc c'était quand même assez étrange parce que nous, on s'est dit, mais pourquoi elles ne sortent plus? Pourquoi on ne les voit plus même se déplacer? Et donc forcément, c'était des questions que j'ai posées pendant les micro-trottoirs, pendant les ateliers. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, certaines femmes nous disaient, non, non, j'ai pas peur d'aller dehors. C'est juste que je n'ai rien à faire dehors quand il fait nuit. Bon, d'accord, mais on lui disait, mais si vous devez aller chercher, par exemple, du pain à 19h et qu'il fait nuit, ah non, non, mais là, j'envoie mon fils ou mon mari, mais moi, je ne sors pas. Et en fait, il y avait un rapport aussi un petit peu dans le qu'est-ce qu'on va penser de moi en étant dehors. Parce qu'en fait, c'est une dame qui m'expliquait ça, qui me disait, souvent, les femmes, quand elles sont dehors seules à occuper l'espace, et ben en fait, c'est qu'elles sont forcément disponibles, qu'elles ont envie de parler, qu'elles sont là, qu'elles attendent quelque chose. Et donc, c'est qu'elles sont abordables. Et aussi, il y a une femme seule la nuit qui attend, en fait, c'est directement une prostituée. Et donc, elles n'ont rien à faire dehors. C'est des grandes lignes, c'est des grands clichés que je dis, mais c'est relativement ce que j'ai eu comme témoignage en étant sur le terrain. Donc, quel est le rôle du designer là-dedans et comment on fabrique la ville pour que cette mentalité de tu as ta place d'être dehors, même s'il fait nuit. Donc, comment on accompagne ça? Donc, ça veut dire qu'il faut recréer un cheminement de lumière, il faut essayer de repenser les espaces pour qu'ils soient agréables même quand il fait nuit, pour qu'on soit encore une fois vu et voir aussi tout autour. Et il y a aussi la même notion de entendre et être entendu, c'est la même chose, juste qu'on puisse être complètement identifié dans le quartier. Donc voilà, c'est des choses en fait des fois qui, je pense, ne vont pas faire changer toutes les mentalités, mais du moins vont les accompagner. C'est pareil pour l'exemple on a remarqué qu'en fait, en faisant des recherches forcément de par les données de terrain, il y avait 3 façons de catégoriser la ville avec des domaines. C'est-à-dire qu'il y a le domaine privé, le domaine public et le domaine local. Donc le domaine privé, c'est clairement chez soi, son appartement, sa maison, son petit balcon, etc. Le domaine public, c'est la rue, c'est le parc, voilà, tout ce qui se raccroche à la ville. Et le domaine local, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est cette petite zone intermédiaire qui est entre les deux. C'est par exemple le rez-de-chaussée de son immeuble, c'est le parvis de son habitation. C'est des petites zones comme ça qui sont pas forcément dehors, qui sont pas forcément dedans, mais qui sont entre les deux. Et ce travail-là est assez intéressant parce qu'avec Approche, on a fait vraiment une étude sur justement qu'est-ce qu'un rez-de-chaussée actif et comment le travail de ces rez-de-chaussée actifs
peut être intéressant pour l'émancipation de certaines femmes dans des quartiers. Le fait d'amener des jeux en bas, d'amener des assises, d'amener de la lumière. Et en fait, bah, du coup, on sort, on a envie de sortir parce que c'est pas très loin de chez soi, c'est pas forcément à 5 kilomètres. Enfin voilà. Et cette notion-là, comment on la travaille et comment on fait en sorte que ça devienne un espace agréable pour permettre à l'émancipation et au changement de mentalité. Mais j'espère que ça peut accompagner et faire en sorte qu'en fait, quand on pense à un projet, on ne se dit pas qu'on pense pour quelqu'un qui est jeune, qui est actif, qui a deux jambes, qui n'est jamais chargé. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rentrer avec des courses et d'être complètement chargé ou de devoir accompagner sa mamie qui ne peut pas marcher, qui a une canne, donc on est obligé de faire tout le tour. Enfin voilà, l'idée c'est aussi de penser à toutes les personnes qui sont vulnérables dans l'espace public et qui juste sont vite oubliées. Parce que souvent, on pense la ville pour quelqu'un qui est actif en fait. Et il n'y a pas que ça. Effectivement, ça rejoint toutes les notions aussi d'accessibilité de la ville et de l'espace à tous et de ville inclusive. Ce que j'entends dans votre discours, c'est qu'on est bien dans une approche du petit pas, qui va s'ajouter à un petit pas, qui va s'ajouter à un petit pas dans le temps et dans l'espace pour essayer, effectivement, sur le long terme, de faire changer les choses. Alors, on a évoqué plusieurs quartiers. On a parlé de Clichy-sous-Bois, on a parlé d'Aubervilliers. Ce sont 2 quartiers qui sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui se caractérisent notamment par plein de choses, mais notamment par une plus grande fragilité économique et sociale de leurs habitants. C'est la définition de ces quartiers de la politique de la ville. Après, évidemment, il y a beaucoup de réalités. Est-ce que, c'est une question sensible que je vous pose, est-ce qu'on remarque que ces enjeux de genre dans l'espace public, si je caricature d'égalité femmes-hommes dans l'espace public, s'expriment différemment dans ces quartiers ? Eh bien, j'ai envie de dire, approche depuis la création de l'atelier, et un peu comme Espacité finalement, on a beaucoup travaillé dans des quartiers prioritaires. Donc, à ce jour, moi, je n'ai jamais travaillé en dehors de ce type de quartier. Mais par contre, j'ai travaillé dans plusieurs quartiers. Aubervilliers, j'ai pu faire donc la terrasse derrière l'aquarium. Aubervilliers, c'est une ville qui est à 10 minutes en métro de Paris. Clichy-sous-Bois, donc Clichy-sous-Bois-Montfermeil, clairement, c'est à 1h30 de Paris. Et pourtant, en voiture, c'est pas si long. Mais Mantes-la-Jolie, je vous en parle même pas, c'est pareil, c'est 1h30. Mais j'ai aussi travaillé dans le 19e à Place des Fêtes. Ce sont tous des quartiers prioritaires, mais qui ont tous des caractéristiques différentes. Et donc, à ce jour, je ne peux pas savoir, en fait, s'il y a des différences dans d'autres types de quartiers. Bien évidemment, je pense que dans le 16e arrondissement de Paris, ça ne va pas être la même chose. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas de données, en fait, pour comparer les deux. Par contre, je peux comparer des différents quartiers. Aubervilliers, c'est à 10 minutes, donc c'est vrai qu'en termes de mobilité, qu'on soit un homme ou une femme, on a peut-être moins de contraintes. On peut très facilement aller dans Paris, on peut très facilement aller ailleurs, et il y a des transports pour toutes et tous, j'ai l'impression. À Clichy-sous-Bois, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est une ville, de ce que je sais, dans laquelle il y a beaucoup de premiers arrivants. Donc, c'est-à-dire que c'est un groupe de femmes qui m'expliquaient ça, qui me disaient que Clichy-sous-Bois était connu pour accueillir d'abord des hommes qui venaient et après qui travaillaient et qui pouvaient faire venir le reste de leur famille. Donc, sur place, on pouvait avoir le reste de la famille. Et donc, souvent, l'homme continue à travailler. Les enfants vont à l'école, donc apprennent bien le français, sont plus ou moins intégrés aussi dans la société. Mais souvent, la femme a ce rôle où elle ne peut pas avoir d'interaction avec d'autres personnes parce qu'elle ne parle pas très bien français. Puis en plus, en termes de mobilité, pour aller ailleurs, c'est très compliqué. Enfin, à Clichy-sous-Bois, clairement, du départ de Paris, par exemple, on doit prendre un métro, des fois un RER, un tram, voire 2 bus. Enfin, j'ai l'impression que tous les chemins mènent à Clichy, mais en tout cas,
c'est très compliqué pour s'y rendre et pour y sortir. Et donc, quand on arrive sur un territoire, qu'on ne parle pas bien français, qu'on ne comprend pas vraiment, en fait, où est-ce qu'on peut aller et comment s'ouvrir aux autres, et bien en fait, finalement, on se raccroche qu'à son rôle de mère, d'emmener les enfants à l'école, d'attendre, de revenir à 17h pour préparer le repas. Et c'est compliqué. C'est compliqué de prendre en compte ce genre de données pour refaire la ville. Donc c'est pour ça, comme la question précédente, je ne pense pas que tout va changer, mais c'est quand même des données très intéressantes pour concevoir la ville et qui habite dans la ville, encore une fois. Qui est là et qui va utiliser les logements et les futurs parcs, en fait, finalement, les futurs espaces publics. Et à Clichy-sous-Bois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rendait compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de mamans qui allaient dans les parcs et qui avaient des pratiques différentes. Des fois, elles se mettaient sur un banc, sur une table, elles donnaient le pique-nique, etc. Et moi, quand je leur parlais, je leur demandais qu'est-ce qu'elles faisaient d'autre dans les espaces publics. Et en fait, la plupart du temps, elles n'utilisaient les espaces publics que pour accompagner leurs enfants. Donc, elles, toutes seules, elles ne pouvaient pas se libérer de leur rôle de mère pour pratiquer l'espace. Et donc moi, je leur demandais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de faire du sport, d'aller courir dans un parc, est-ce que vous pratiquez quelque chose? Et elles me disaient qu'elles pouvaient pas parce souvent elles avaient des petits enfants qui sont pas encore, qui peuvent pas aller à l'école ou qui peuvent pas être gardés parce que c'est relativement cher aussi. Donc, comme vous l'avez expliqué, des fois il y a des problèmes aussi de fonds. Donc en fait, on ne peut pas payer quelqu'un pour garder son petit ou sa petite. Et donc là, ce problème de société peut être potentiellement une donnée intéressante dans le sens où on se dit il faut occuper les petits. Donc comment on fait? Comment on met en place? Comment on met un partenariat peut-être avec une association locale? Comment on essaie de prendre en compte cette donnée? Et par exemple, à Clichy, on a proposé de mettre des agrès sportifs dans les parcs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire du vélo elliptique en regardant son enfant. Donc, c'est des choses, alors à voir si ça fonctionne ou non, peut-être que c'est une idée qui va pas du tout être efficace, mais pour le coup, on teste quelque chose pour voir si, en faisant ce type d'aménagement, est-ce que ça va avoir un impact sur la manière dont les femmes vont utiliser l'espace. Donc voilà, c'est un exemple comme ça, mais ça peut être une solution pour émanciper un peu les femmes qui sont dans ces quartiers-là, peut-être, donc je ne sais pas. Mais cet exemple est bien l'illustration de l'apport du design et du prototypage de la réponse justement dans le traitement de l'enjeu. On voit dans tout ce que vous nous dites qu'il y a quand même un nœud très fort qui se joue dans le lien entre les usages, leur perception et puis la conception en amont de la ville ou réparatrice de la ville. Quand j'ai préparé ce podcast, il y a un chiffre qui m'a interpellée, c'est celui concernant le Grand Prix de l'urbanisme. C'est un Grand Prix qui a été créé en 1989 et depuis cette date, 3 femmes ont reçu le Grand Prix de l'urbanisme pour 26 hommes. On est dans un rapport du coup très déséquilibré. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose sur ceux qui font la ville depuis plus de 30 ans? Est-ce qu'on est dans une conception par les hommes de la ville? Cette question est intéressante parce que dans le podcast Des couilles sur la table, le podcast qui d'ailleurs est très intéressant, il y a un épisode qui s'appelle Ville virile, dans lequel plusieurs personnes sont interrogées et un invité explique que la ville est faite par les hommes pour les hommes. Donc moi, dans mes études, j'ai fait beaucoup d'architecture, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du participatif, mais j'ai rarement fait de l'urbanisme. On va dire que j'ai participé à des projets d'urbanisme, mais je ne suis pas urbaniste. Donc ce prix-là, on va dire que ça ne m'étonne pas qu'il y ait peu de femmes qui l'ont reçu. Et d'ailleurs, moi, dans mes études, j'ai été très sensible à l'architecture. Et pour le coup, c'est plutôt le prix Pritzker que je suivais de loin, mais qui m'intéressait aussi. Et quand j'ai appris que pour la première fois, en 2004, une femme l'avait reçu, donc c'est Zaha Hadid qui a reçu ce prix, et je me suis vraiment demandé, mais personne d'autre n'a reçu ce prix avant. Mais je comprends pas. Pourtant, il y a d'autres architectes, mais où est-ce qu'elles sont?
pourquoi elles n'ont jamais été finalement dans la course, alors que le prix, comme le prix de l'urbanisme, a été mis en place en 1979, donc c'est pareil. Donc c'est des données comme ça qui sont assez intéressantes parce que aujourd'hui, moi je suis sortie de l'école il y a pas si longtemps que ça, on va dire, et pourtant dans les écoles d'art, dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'urbanisme, il y a énormément de femmes. Et on va dire que des fois dans les écoles d'archi, il y a presque plus de femmes que d'hommes. Donc pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, hein, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui certaines femmes ont encore du mal à être reconnues pour leur travail. Alors j'ai l'impression que ça avance. Je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, mais j'ai l'impression que ça avance et que ça va être de plus en plus répandu. Mais peut-être qu'il y a aussi une explication qui est de l'ordre peut-être du sensible ou de l'humain aussi. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, dans mon école de design, dans ma classe, il y avait 2 garçons pour 20 filles. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce qui touche, par exemple, au cérébral, donc c'est-à-dire aux écoles d'ingénieurs, aux écoles d'architecture, mais qui sont plus dans le domaine du bâtiment, là, on va plus retrouver des hommes parce que c'est des fondations, parce que c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose je dirais même d'important à construire. Mais toutes les choses qui sont d'ordre de qui va utiliser, comment on fait en sorte que le jardin soit agréable, toutes les petites choses qui finalement vont être à l'intérieur de ce gros bâti, relèvent de l'hospitalité et du care, et donc sont très vite rattachées à un genre féminin. Donc je ne sais pas, c'est une explication que je donne comme ça, mais c'est intéressant de pousser la démarche, et il me semble qu'à la Cité Audacieuse, ces questions-là sont très abordées, de qui construit, pour qui. Et il y a d'ailleurs, il me semble, une association de femmes architectes qui est très répandue, qui fait de plus en plus d'entretiens, d'interviews pour justement faire connaître cette problématique-là. Donc voilà, à voir comment on peut aller plus loin sur ce sujet. Voilà, la question est posée. La ville par qui et pour qui? Donc nous serons attentives aux prochaines distinctions et globalement à l'évolution. Justement, quand on parle d'évolution, on a vu qu'il y avait quand même une évolution des mentalités collectives, une sensibilité à ces enjeux-là qui montent. On a parlé de MeToo et de l'effet déclencheur. Mais ça se pose. On voit aussi que les nouvelles générations ont une approche très différente du genre, ne serait-ce que par la diversité que ça recouvre maintenant, de celle qu'on pouvait avoir il y a même encore quelques années assez proches. Est-ce que ce changement, cette évolution, elle se constate aussi dans les pouvoirs publics, j'ai envie de dire au sein des décideurs? On entend beaucoup parler aujourd'hui de la volonté de faire des villes inclusives, des villes pour tous. Concrètement, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Alors justement, le terme ville inclusive, c'est de plus en plus répandu. Après, je ne sais pas si c'est parce que l'atelier Approche a cette notion-là dans sa pratique, et donc on participe énormément à des appels d'offres qui ont cette notion-là. J'ai l'impression d'en voir de plus en plus qui portent cette notion, que ce soit pour refaire des logements, pour refaire une place, récemment pour refaire des cours d'école aussi, refaire une cour inclusive qui prend en compte le genre dans sa conception. J'ai l'impression que ça commence à arriver de plus en plus dans les appels d'offres. Mais cette notion de genre peut faire peur aussi. Parce que, comme j'ai expliqué au début, les personnes peuvent vite comprendre que c'est l'homme et la femme, et donc, et encore aujourd'hui, c'est triste à dire, mais le mot féminisme peut faire très peur. Alors que, en fait, ça fait partie de l'avenir et du changement de la société, et en fait, à un moment, il va falloir l'accepter. Donc, en fait, je pense que de plus en plus d'appels d'offres ont cette notion. Maintenant, peut-être que ça demande plus de temps en termes d'analyse, de programmation, donc potentiellement plus d'argent.
Donc il y a peut-être certaines personnes qui sont un petit peu dans la retenue vis-à-vis de cette notion-là dans les appels d'offres, ou peut-être des personnes qui n'ont pas encore compris à quel point ça pouvait être intéressant pour un projet. Mais j'ai espoir que ça arrive de plus en plus dans les appels d'offres et j'ai l'impression que c'est le cas. Donc si des aménageurs nous écoutent, pensez à cette notion dans vos futurs appels d'offres. Donc l'appel est lancé. Je retiens que le chemin reste long, mais que l'amorçage a eu lieu. Donc je vous propose de conclure sur cette note d'optimisme et d'espoir. J'ai quand même une dernière question subsidiaire à vous poser. Si aujourd'hui vous deviez faire le mur pour une nouvelle, pour une autre cause, quelle serait celle-ci, Clara ? J'ai l'impression que j'en ai déjà un petit peu parlé auparavant, mais je dirais il y aurait peut-être 2 notions mais qui sont quand même assez rattachées. Ce serait la pratique de l'espace public pour les personnes en situation de handicap. Ma petite sœur est diététicienne et elle travaille avec des personnes handicapées qui ont été accidentées de la route et qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour eux je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne handicapée prendre le métro. Moi, jamais. Donc de se déplacer, d'appréhender la ville. Et je pense que c'est une cause qui peut toucher vraiment tout le monde parce que ça peut arriver à tout le monde d'être dans cette situation. Et très brièvement, la deuxième cause, c'est clairement le sport, parce qu'on a tous besoin de pratiquer, de se défouler, de pouvoir jouer ensemble. Et petite anecdote, nous, avec Approche, on a beaucoup travaillé sur cette notion de sport dans l'espace public. Et c'est vrai qu'on a remarqué que quand on enlevait un petit peu les normes d'un terrain, d'un coup, c'était plus de la dimension de jeu et donc d'amusement. Et donc, il y avait plus cette notion de compétition et de pratique du sport en tant que tel. Donc, en fait, on fait du sport sans s'en rendre compte et dès que c'est marrant, ça réunit tout le monde. Merci beaucoup, Clara, d'avoir pris le temps de partager avec nous votre vision d'une ville plus égalitaire, d'une ville pour tous, d'une ville joyeuse, j'ai retenu. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs et à bientôt à l'occasion d'un nouvel épisode de Faire les murs.